Tout au long de l'intrigue de Jon Snow dans Game of Thrones, nous assistons à de nombreux événements qui, à première vue, peuvent sembler étranges, presque magiques. Chaque fois que son destin ne tient qu'à un fil, il échappe miraculeusement à la mort. Et à un moment donné, il ressuscite carrément. Certains spectateurs pourraient en penser qu'il ne s'agit que de ficelles scénaristiques destinées à faire traverser toutes les péripéties de la série à un personnage clé et à l'amener jusqu'à la fin. Mais en réalité, si l'on plonge plus profondément dans l'univers créé par George Martin, il devient évident que derrière tous ces événements, il pourrait y avoir quelque chose de plus que de la simple chance ou des choix scénaristiques. Dans cette vidéo, nous allons tenter de dévoiler ce qui a vraiment influencé le destin de Jon Snow. Dans la première partie, nous verrons si Jon était vraiment l'élu des prophéties. Le prince promis dissipera les ténèbres. Dans la seconde partie, nous présenterons une théorie expliquant son rôle et vous amenant à revoir votre compréhension de la fin de Game of Thrones. Notre nouveau roi a décidé de t'envoyer à la garde de nuit. Dans Game of Thrones, ni le charisme ni l'importance d'un personnage n'ont jamais garanti sa survie. Il suffit de se rappeler Ned Stark, l'un des héros les plus marquants, dont la mort dans la première saison a choqué tous ceux qui étaient habitués au canon classique du récit. Coupez-lui la tête. Non, arrête! Je t'en supplie. Si la série se sépare aussi facilement de l'un de ses personnages principaux, pourquoi Jon Snow se retrouve-t-il miraculeusement protégé par le scénario ? La réponse à cette question devient évidente si l'on se rappelle que dans le monde de Westeros, la magie existe non seulement, mais joue aussi un rôle clé dans le destin des gens. Les dragons, les marcheurs blancs, les dieux sans visage et même le mur lui-même, qui sépare le monde des vivants et des morts, sont tous des éléments du réalisme magique qui imprègne l'univers de Game of Thrones. Et tout prend son sens si l'on accepte le fait que la magie guide réellement Jon Snow. En parlant de la providence magique dans le destin de Jon Snow, il faut se rappeler la prophétie. L'une des plus célèbres est la légende du prince qui fut promis. Selon les anciennes légendes, ce prince devait être de sang royal et jouer un rôle décisif dans le salut du monde face aux ténèbres à venir. Il apparaîtra sous la bannière de la comète sanglante, unira la glace et le feu dans le champ de la glace et du feu et apportera la lumière dans ce monde sombre. Cependant, ce n'est pas la seule prophétie concernant le grand sauveur. Dans différents coins de Westeros et au-delà, il existe d'autres croyances qui prédisent la venue d'un héros capable de s'opposer aux grandes ténèbres. L'une de ces prophéties est la légende d'Azor Ahai, un héros qui doit renaître à l'heure du besoin pour brandir à nouveau l'épée magique lumineuse et combattre les ténèbres qui approchent. Et c'est là que se pose la question clé. Jon Snow est-il vraiment le prince qui fut promis ? Qui est Azor Ahai ? Est-il vraiment l'homme qui accomplit ces anciennes prophéties ? La preuve la plus évidente que Jon Snow pourrait être le héros annoncé par les anciennes prophéties est son rôle clé dans la lutte contre les autres. Ils sont détruits par le feu. Ils sont détruits par le ver dragon. C'est Jon Snow qui est devenu l'homme capable de rassembler les peuples dispersés et de les unir dans la lutte contre les ténèbres. Si nous ne gagnons pas, c'est ce qui attend tous les hommes dans le monde entier. Il a uni la garde de nuit, les sauvageons et les armées de Westeros contre la menace venant du nord. Je me battrai pour Jon Snow, le roi du Nord. Cela correspond parfaitement à la fois à la légende d'Azor Ahai, le héros qui doit sauver le monde des ténèbres, et à la prophétie du prince qui fut promis, celui qui doit apporter la lumière dans ce monde sombre. Deuxièmement, Jon Snow est un homme de sang royal. En tant que fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, il correspond parfaitement à la prophétie du champ de la glace et du feu. Ta mère était Lyanna Stark.
Et ton père était Rhaegar Targaryen. Tu n'as jamais été un bâtard. La flamme dans cette prophétie symbolise les Targaryens, l'ancienne dynastie des dragons, et la glace représente les Stark, les anciens souverains du Nord. Jon réunit ces deux forces, ce qui fait de lui le candidat idéal pour accomplir cette prophétie. Ainsi, le champ de la glace et du feu est littéralement le champ de Jon Snow. Vous avez supplié d'appeler le roi du Nord. J'ai tout accompli. J'ai réuni la flamme et la glace. Le troisième, et peut-être la preuve la plus mystique, c'est sa résurrection d'entre les morts. Jon Snow est littéralement revenu d'entre les morts, comme l'élu, comme un sauveur qui a vaincu la mort. Cet acte de résurrection, accompli par Mélisandre, la prêtresse du Seigneur de la Lumière, souligne son rôle particulier dans le destin de Westeros et fait écho à l'image d'un héros destiné à une grande mission. Mais au-delà de ces points principaux, il existe aussi des preuves indirectes qui indiquent également un lien entre Jon Snow et les anciennes prophéties. La légende de la d'Azor Ahai mentionne l'épée magique lumineuse. Le lord commandant de la garde de nuit, Jeor Mormont, offre l'épée Grand Griffe à Jon Snow en remerciement de lui avoir sauvé la vie. Et c'est avec cette épée qu'il combat les ténèbres. J'ai décidé qu'un loup te conviendrait mieux. C'est de l'acier valyrien. Les Mormons l'ont porté 500 ans. À la fin de la série, notre attention est attirée sur cette épée. Comme pour suggérer que, peut-être, c'est justement Grand Griffe qui est cette fameuse épée lumineuse. De plus, selon la légende, l'épée lumineuse d'Azor Ahai a été trempée dans le sang de sa femme Nyssa. À la fin de la série, Jon Snow tue également sa bien-aimée Daenerys, ce qui peut aussi être interprété comme une sorte de reflet du mythe d'Azor Ahai qui a trempé son épée dans le sang de sa bien-aimée. Bien que l'arme et la manière de tuer soient différentes, l'essence même, le sacrifice pour sauver le monde, trouve tout de même un écho dans cette légende. En poursuivant la réflexion sur les preuves indirectes des prophéties, il convient également de mentionner le destin d'autres personnages clés, comme Varys. Comme on le sait, Varys a été castré dans son enfance par un mage qui a pratiqué sur lui un étrange rituel lié au feu. Il a brûlé ce qu'il avait coupé sur un brasero. La flamme est devenue bleue et j'ai entendu une voix lui répondre. Pendant le rituel, Varys a entendu une voix dans les flammes qui l'a terrifié jusqu'au plus profond de lui-même et qu'il n'a jamais pu oublier. Je rêve encore de cette nuit-là. Je rêve de cette voix dans les flammes. On ne nous dit jamais ce qu'il a entendu exactement, mais je suis prêt à faire l'hypothèse suivante. Il est possible que Varys ait entendu cette même prophétie qui parlait d'un descendant de la glace et du feu, qui mènerait la lutte contre la menace imminente. Si ces blessures ne vous avaient pas été infligées par un sorcier de second ordre, vous ne seriez pas ici à aider l'élu à porter sa lumière dans le monde. Il ne savait pas encore qui serait cette personne. Varys, avec Illyrio Mopatis, tissait ses intrigues et soutenait Daenerys de toutes les manières possibles, la voyant comme un leader potentiel capable de diriger cette alliance. Pentos, la maison de mon collègue Illyrio Mopatis. Dans la série, Illyrio Mopatis rencontre Varys dans les sous-sols. Nous avons besoin de temps. Khal Drogo n'agira pas tant que son fils ne sera pas né. Vous connaissez ces sauvages. Toutes leurs actions visaient, d'une manière ou d'une autre, à restaurer la dynastie Targaryen. Nous avons fait de notre mieux pour le pays en soutenant la restauration des Targaryens. C'est Illyrio Mopatis qui a offert à Daenerys ses fameux œufs de dragon. Des œufs de dragon, Daenerys. Ils viennent des terres de l'ombre, au-delà d'Ashaï. Lorsque Jon Snow s'est retrouvé aux côtés de Daenerys, Varys a probablement commencé à voir dans leur union l'accomplissement d'une ancienne prophétie. À ses yeux, leur fils devait être ce prince qui fut promis, celui qui unirait les forces de la glace et du feu, le fils du feu des Targaryens et de la glace des Stark. Vous souvenez-vous de ce que vous avez entendu cette nuit-là ? Vous avez entendu une voix qui appelait depuis les flammes. Vous vous souvenez ? Voulez-vous que je répète ces paroles ? Cependant, lorsque la véritable origine de Jon Snow a été révélée, à savoir qu'il est le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, et qu'il est donc déjà l'incarnation vivante de l'union de la glace et du feu, Varys a peut-être revu ses plans.
Il a alors compris que c'est Jon lui-même, et non leur possible futur descendant, qui est l'élu. C'est cette découverte qui explique la trahison soudaine de Varys. La vie l'a convaincu qu'elle devait tous nous sauver. Comment savez-vous que ce n'est pas le cas? Il y a toujours Jon Snow. La prêtresse Mélisandre croit aussi que Jon Snow est l'élu. Jon Snow est en vie parce que tel était le souhait du Seigneur. Au début, Mélisandre croyait que Stannis était Azor Ahai avec l'épée porteuse de lumière, mais elle a ensuite admis que c'était une erreur. Tu as dit que Stannis était l'élu. Tu l'as poussé à y croire. Ils se sont tous trompés et tu as menti. Je n'ai pas menti, je me suis trompée. Faites attention à la façon dont elle regarde Jon Snow dans cette scène. Elle le regarde à travers les flammes, et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a une vision. Après tout, c'est dans les flammes que son Seigneur de la Lumière lui apparaît. Tu as vu le roi de la nuit, Jon Snow. Tu sais que la grande guerre est encore à venir. Tu sais que les hordes de morts viendront bientôt vers nous. Par la suite, elle dit à Varys qu'elle a réuni le feu et la glace. J'ai tout accompli. J'ai réuni la flamme et la glace. Après que la prophétie s'accomplit et que les autres sont vaincus, elle enlève son collier et meurt, estimant que sa mission est accomplie. Une autre scène indique que la prophétie du Seigneur de la Lumière est liée à la voix dans le feu qu'a entendu Varys. Une autre prêtresse dit directement à Varys qu'elle sait quelle parole il a entendues dans le feu. Vous avez entendu une voix qui appelait depuis les flammes, vous vous souvenez? Voulez-vous que je répète ces paroles? Le thème du feu, en tant que symbole du destin et des prophéties, s'entrelace non seulement dans la vie de Mélisandre et de Varys, mais aussi dans le destin d'un autre personnage, Sandor Clegane, connu sous le nom de Limier. J'ai vu la peur en toi. Tu as peur du feu. Dans son enfance, Sandor a vécu un événement qui a changé sa vie et sa relation au feu pour toujours. Son frère aîné, Gregor Clegane, connu sous le nom de la Montagne, a un jour plaqué le visage de Sandor contre des braises ardentes, simplement parce qu'il avait pris son jouet. Il a attrapé son frère par le col et lui a enfoncé le visage dans les braises brûlantes. Et il l'a maintenu ainsi pendant que son frère criait et que son visage brûlait. Cet incident a laissé Sandor non seulement avec d'horribles cicatrices, mais aussi avec une profonde haine et une peur du feu. C'est précisément à cause de sa peur du feu qu'il quitte Port-Réal et décide de changer son destin. Et que la garde aille en enfer, que la ville aille en enfer, que le roi aille en enfer. Des années plus tard, le destin le réunit avec la Fraternité sans bannière, un groupe de guerriers et fidèles du Seigneur de la Lumière. Seigneur, accorde-nous la lumière, montre-nous la vérité. À un moment où ils se retrouvent autour du feu avec la Fraternité, Sandor, malgré sa peur, regarde dans les flammes. Et à ce moment-là, il a une vision. Les morts sont en train de passer. Par milliers. Là-bas, il y a une montagne qui ressemble à une pointe de flèche. Cette vision le bouleverse, et il commence à penser que son destin est lié à quelque chose de plus grand que la simple lutte pour survivre. Comprenant qu'il est guidé par quelque chose, Sandor décide de suivre cet appel intérieur. Il rejoint Jon Snow et son groupe, partant au-delà du mur pour capturer l'un des morts vivants et l'amener à Port-Réal. Au cours du voyage, il indique le chemin à Jon et à ses compagnons, en se basant sur ce qu'il a vu dans le feu. Voilà ce que j'ai vu dans les flammes. Une montagne comme une pointe de flèche. Il s'avère que le destin de Sandor Clegane est également lié au feu et à la prophétie, et qu'il le mène finalement à Jon Snow. De la même manière que la Fraternité sans bannière, avec Beric Dondarrion et Tauros. En suivant les prophéties et les visions, ils ont compris que leur véritable objectif était de lutter contre la grande obscurité venant du Nord. Leur chemin les a également menés à Jon Snow. En s'unissant à lui, ils sont devenus ses alliés dans cette bataille, comprenant que leur destin était inextricablement lié à sa mission de sauver le monde des hommes. Nous ne trouverons pas de joie ici, mais nous sauverons des vies et protégerons ceux qui ne peuvent se défendre. Il est également curieux que Beric ait ressuscité comme Jon Snow, ce qui suggère aussi un lien entre le Seigneur de la Lumière et la prophétie. Il s'avère donc que tout indique Jon Snow comme la figure centrale autour de laquelle gravitent les principales prophéties de Westeros.
Ses actions, ses origines et même sa résurrection nous poussent à croire qu'il est ce prince qui fut promis, ou Azor Ahai, revenu à la vie pour affronter les ténèbres imminentes. Mais il est bien plus intéressant de se demander d'où vient réellement cette prophétie. Quoi ou qui a guidé Jon Snow sur sa route? Et pourquoi y a-t-il certaines incohérences et imprécisions dans la réalisation même de la prophétie? Et il existe une théorie qui pourrait éclairer toutes ces questions. Tout d'abord, il faut se demander si tous ces dieux dans le monde de la chanson de la glace et du feu, auxquels croient les personnages, sont bien réels. Si l'on considère que George Martin lui-même est athée, il est peu probable qu'il ait introduit de véritables dieux existants dans son univers. Au lieu de cela, son approche de la religion et de la magie est plus sceptique et rationnelle. Dans cet univers, il existe réellement diverses religions, chacune ayant ses propres fidèles. Mais en même temps, il existe certaines capacités et forces surnaturelles qui ne sont pas forcément liées à une intervention divine. Qu'est-ce qu'il a? C'est un warg. Il peut entrer dans des animaux et voir à travers leurs yeux. Si l'on approfondit ce sujet, il devient clair que la magie peut être expliquée comme quelque chose fondé sur des connaissances anciennes, des forces naturelles ou des capacités uniques de certains personnages, et non comme une manifestation de la volonté des dieux. Par exemple, les prophéties et visions pourraient être la manifestation d'une capacité à pénétrer dans les rêves et non des révélations divines. La magie utilisée pour ressusciter Beric Dondarrion et Jon Snow pourrait être le résultat de rituels anciens et de connaissances, et non un don du dieu R'hllor. De même, les visions dans le feu peuvent être la manifestation des capacités de quelqu'un. Je rêve de cette voix venant des flammes. Vous avez entendu une voix qui appelait depuis les flammes. Vous vous souvenez? Les morts sont en train de passer. Cette interprétation ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les prophéties dans l'histoire de Westeros. Si toutes les interventions divines peuvent être expliquées par des capacités, cela nous amène à penser que la prophétie du prince qui fut promis et celle d'Azor Ahai pourraient être le résultat de manipulation de quelqu'un et non d'une révélation divine. Après avoir été poignardé, après ta mort, où es-tu allé? Qu'as-tu vu? Rien. Il n'y avait rien là-bas. La réponse à la question de savoir qui peut être derrière tout cela se trouve dans une scène clé de la série où l'on nous montre la nature des autres et de ceux qui les ont créés. Dans cet épisode, on découvre que les enfants de la forêt sont à l'origine des autres. Ce sont eux, un peuple ancien qui habitait Westeros bien avant l'arrivée des premiers hommes, qui ont créé les autres comme une arme capable de résister à l'agression et à la conquête de leurs terres par les humains. Ils ont créé les marcheurs blancs. Nous nous défendions. Contre qui? Contre vous. Cependant, leur création leur a échappé. Les autres, créés pour protéger les enfants de la forêt, sont devenus une menace pour tous les êtres vivants. Les enfants de la forêt ont compris leurs actes, mais il était impossible de contrôler les autres. Ainsi, ils se sont retrouvés face à la question de savoir comment vaincre ce mal qu'ils avaient eux-mêmes créé. C'est là qu'entre en jeu la prophétie. Les forces anciennes, conscientes que les autres étaient redevenus une catastrophe incontrôlable, ont pu créer une prophétie comme moyen de guider les hommes sur la voie de la lutte contre cette menace. Les prophéties concernant le prince qui fut promis et Azor Ahai pouvaient être des instruments par lesquels les enfants de la forêt et leurs alliés ont tenté de manipuler les événements afin de rassembler l'humanité contre un ennemi commun. Même s'ils n'ont pas créé eux-mêmes ces prophéties, ils ont pu en tirer parti habilement. L'un des alliés des enfants de la forêt était Brynden Rivers. Brynden Rivers, également connu sous le nom de Corneille Sanglant ou de Corneille à 3 yeux, était l'un des bâtards du roi Aegon IV Targaryen. Il s'est fait connaître pour sa ruse, sa cruauté et ses capacités magiques. Après avoir servi comme main du roi, Brynden a été envoyé à la garde de nuit, mais il a ensuite disparu au-delà du mur. Là-bas, il a rencontré les enfants de la forêt et est devenu la Corneille à 3 yeux, une créature dotée de la capacité de voir le passé, le présent et le futur, grâce à la magie de la vision verte. Tu es la Corneille à 3 yeux. J'ai été tant de choses. Dans ce rôle, il est devenu le gardien des connaissances anciennes et a commencé à guider le destin de personnages clés, comme Bran Stark.
La corneille à 3 yeux possédait une capacité unique à voir dans le passé et, comme tout autre warg, pouvait prendre possession d'animaux pour les utiliser afin d'observer ou d'influencer les événements. Je vous ai observés tous avec 1000 yeux et un seul. Rappelez-vous, dans le tout premier épisode de la série, comment Jon Snow trouve un loup-garou albinos qu'il nomme ensuite Fantôme. Un genre de défectueux. Parfait pour toi, Snow. Il est intéressant de noter que Brynden Rivers, qui est devenu la corneille à 3 yeux, était aussi un albinos. Si l'on considère combien de fois Fantôme est intervenu dans le destin de Jon Snow et l'a influencé, on peut se demander, ce loup-garou n'était-il pas sous l'influence d'autres, comme la corneille à 3 yeux? Je vous ai observé avec 1000 yeux et un seul. Fantôme a montré à plusieurs reprises une perspicacité étonnante et la capacité d'être au bon endroit au bon moment. C'est Fantôme qui apporte la main du mort-vivant et conduit les patrouilleurs au corps des tués. Viens ici, Fantôme. Apporte-le ici. Par les dieux. C'est lui qui, au bon moment, réveille Jon Snow lorsque celui-ci doit protéger le Lord commandant Mormont d'une attaque. Fantôme, qu'est-ce qu'il y a? En remerciement pour cela, Jon Snow reçoit son épée en acier valyrien, Grand Griffe. J'ai décidé qu'un loup te conviendrait mieux. Voici Grand Griffe. Fantôme accompagne Jon Snow tout au long de la série, et son rôle dans la vie de Jon va bien au-delà d'un simple lien entre un homme et son animal. Mais qu'en est-il des autres animaux dans cette histoire? Une autre louve géante, Nymeria, sauve la vie d'Arya Stark lorsque celle-ci se retrouve en danger à cause d'un conflit avec Joffrey Baratheon. Je vais t'éventrer. Nymeria. Par la suite, c'est Arya qui tuera le roi de la nuit, jouant ainsi un rôle clé dans le sauvetage de Westeros. La vie de Bran Stark, paralysé, est sauvée par son loup-garou Été. Et c'est justement Bran qui deviendra plus tard la fameuse corneille à 3 yeux. Tu aimes monter à cheval? Oui. Je veux dire, j'aimais ça avant. Il ne faut pas non plus oublier la scène où Arya s'entraînait et courait après les chats dans le château. L'un de ces chats l'a menée dans les cachots. C'est là qu'elle a accidentellement entendu une conversation importante entre Varys et Illyrio Mopatis. Nous avons besoin de temps. Khal Drogo ne partira pas avant la naissance de son fils. Vous connaissez ces sauvages. On peut aussi supposer qu'à certains moments, la personne prenant possession des animaux influençait leur maître. Souvenez-vous de la résurrection de Jon Snow. Mélisandre récite une incantation et on dirait qu'il ne se passe rien. Tout le monde quitte la pièce, laissant Jon Snow mort, mais Fantôme reste à côté de lui. Il se lève, et ce n'est qu'après cela que Jon Snow ressuscite. La question se pose, était-ce vraiment l'œuvre de Mélisandre? La corneille à 3 yeux ou d'autres forces auraient-ils pu, en possédant le loup géant, influencer la résurrection? Ces événements amènent à réfléchir au rôle que les forces magiques ont joué dans le destin de Jon Snow et des autres personnages. Il est tout à fait possible que la corneille à 3 yeux ait utilisé ses capacités pour guider les actions non seulement à travers des visions, mais aussi à travers les animaux liés aux personnages clés, influençant ainsi leur comportement. Je vous ai observés tous avec 1000 yeux et un seul. Il y a une autre question intéressante à considérer. Si les Omans sont capables de pénétrer dans la conscience des animaux, qu'en est-il des dragons? Et si un Zoman suffisamment puissant pouvait vraiment le faire? Alors, le comportement de Drogon lors des événements finaux de la série devient compréhensible.
Drogon, voyant devant lui l'assassin de sa mère, n'a pas dirigé sa colère contre Jon. Au lieu de cela, il brûle le trône. Si l'on suppose qu'à ce moment-là, quelque chose pouvait influencer la conscience de Drogon, cela expliquerait son comportement étrange. Les conclusions finales nous amènent à une théorie surprenante. Bien que ce ne soit qu'une hypothèse, elle explique beaucoup de choses, y compris la fin de Game of Thrones. Les enfants de la forêt, ayant créé les autres pour lutter contre les humains, ont dû faire face à des conséquences qui leur ont échappé. C'était vous? Vous avez créé les marcheurs blancs. Nous étions en guerre. Conscients de la menace qu'ils avaient eux-mêmes créée, ils pouvaient utiliser leur pouvoir pour influencer la foi des gens. Écoutez mon serment et soyez témoins de mon vœu. Peut-être que ce sont eux qui ont créé la prophétie du prince qui fut promis, ou du moins, ils en ont habilement profité dans le cadre d'un plan pour reprendre le contrôle et le pouvoir. Le prince promis dissipera les ténèbres. Grâce à leur pouvoir magique et à leur capacité de warg, les enfants de la forêt pouvaient manipuler de nombreux personnages clés. Je rêve de cette voix venant des flammes. Voulez-vous que je répète ces paroles? Elle a uni le feu et la glace. Tu as peur du feu. Un warg peut posséder des animaux et voir à travers leurs yeux. Viens ici, fantôme. Apporte-le ici. Les morts sont en train de passer. Tu sais que des hordes de morts viendront bientôt. En influençant Jon Snow, Daenerys, Varys, Mélisandre, Sandor Clegane et d'autres, ils guidèrent leurs actions, les poussant vers les décisions et les actes nécessaires. Tu es la corneille à 3 yeux. J'ai été tant de choses. Leur influence devient particulièrement significative sur Bran Stark. Allez, on y va. Qui devient finalement le réceptacle de la corneille à 3 yeux, une figure possédant des connaissances ancestrales. Allez-vous porter la couronne? Alors pourquoi ai-je fait tout ce chemin? Et alors, tout ce qui arrive à Jon Snow devient absolument clair. Sa chance incroyable, ses nombreux sauvetages et les décisions clés qu'il a prises commencent à apparaître comme le résultat de l'influence de forces supérieures guidant son chemin tout au long de la série. Jon Snow a vraiment été choisi pour une tâche précise. Tous ses sacrifices, toutes ses épreuves servaient un seul but, la victoire sur les autres. Ici, toi et moi ne trouverons pas de joie, mais nous sauverons la vie des autres. Protégeons ceux qui ne peuvent se protéger. Et après avoir accompli cette mission, Jon n'était plus nécessaire en tant que chef et dirigeant. Notre nouveau roi a décidé de t'envoyer à la garde de nuit. Et le trône a été pris par la corneille à 3 yeux, allié des enfants de la forêt. Pourquoi ai-je fait tout ce chemin? Peut-être que le destin de Jon Snow était un plan soigneusement élaboré par les forces anciennes, et qu'il n'était qu'un simple instrument entre leurs mains. Jon a accompli sa mission, puis il a disparu, cédant la place à ceux qui contrôlaient son destin. Et c'est là que réside la cruelle vérité. Les héros vont et viennent, mais le véritable pouvoir appartient à ceux qui restent dans l'ombre. Et je vous rappelle que c'est déjà la 2e vidéo consacrée à Jon Snow. Si vous n'avez pas vu la première, un lien va maintenant apparaître sur votre écran. De plus, si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez regarder les analyses des autres personnages de Game of Thrones qui ont été ajoutés dans une playlist spéciale dont vous trouverez le lien dans la description.